Et nous sommes toujours en direct de Pilot pour cette 6e édition du festival à l'école de l'Anthropocène. Et pour cette dernière journée, nous allons tâcher de trouver les recettes et moyens de garder le moral face à une situation pour le moins préoccupante. Alors, en guise d'entrée en matière, je vous propose de faire le point, ou plutôt le point d'interrogation, et d'essayer de nous poser les bonnes questions. Dans quelle mesure la crise écologique nous affecte-t-elle ? Quels sont précisément les affects qui naissent de cette prise de conscience qu'on nomme l'Anthropocène ? Et comment ces affects nous mettent-ils en mouvement ou pas, en nous paralysant ou pas ? C'est à toutes ces questions que nous allons nous atteler pour la prochaine heure. Documenter le trouble, c'est une nécessité, c'est même tout le propos de notre antenne sur Radio Anthropocène. Mais la prise de conscience peut s'avérer douloureuse, inquiétante, angoissante. La crise écologique, elle nous fait rentrer dans des réalités psychiques complexes. Ainsi, l'angoisse écologique, à qui on a même donné le nom d'éco-anxiété, est une réalité croissante. Cette angoisse, elle peut nous plonger dans des réactions et des comportements variés, du déni à la paralysie, de la dépression à l'engagement. Les stratégies d'adaptation face à la crise écologique oscillent. C'est à ces affections et ces réactions qu'on va se consacrer, et ça va être un échange pour essayer de trouver les clés individuelles et collectives pour conserver l'espoir. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être en compagnie de 2 invités spécialistes, chacun à leur manière, de ces enjeux. Emmanuel Venet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tao, bonjour. Bonjour. Et merci à vous aussi d'être avec nous. Alors, Emmanuel Venet, vous êtes médecin psychiatre. Vous avez exercé en milieu hospitalier durant toute votre carrière professionnelle. Et en parallèle, vous êtes auteur. Vous avez publié des livres de littérature qui sont d'ailleurs plus ou moins inspirés de votre travail clinique. Le premier, Portrait de fleuve, est paru en 1991 chez Gallimard. Les suivants, essentiellement chez Verdier, La Fosse aux ours, et aussi chez Gallimard. Votre dernier ouvrage, paru en janvier 2024, s'intitule Contre-feu, publié chez Verdier. Et vous avez également publié un court ouvrage intitulé Manifeste pour une psychiatrie artisanale, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Tao, vous êtes actuellement militant au Soulèvement de la Terre, et vous êtes un ancien militant du collectif Youth for Climate, qui est un mouvement de jeunes qui se mobilisent pour la justice climatique et sociale, la protection de l'environnement et de la biodiversité. C'est un mouvement qui est d'ailleurs né le 15 mars 2019 en réponse à l'appel international à la mobilisation, en réunissant plus de 200 000 jeunes en France pour plus de 2 millions à travers le monde. Dans plus de 200 villes, vous avez manifesté afin de sensibiliser et conscientiser le plus grand nombre, ainsi que pour dénoncer l'inaction des dirigeants politiques. Et Youth for Climate France crée des liens entre les différentes mobilisations locales et référence les nombreuses initiatives militantes à travers toute la France. Alors pour débuter notre entretien, quand on observe les chiffres, 8 Français sur 10 se disent inquiets face au changement climatique. L'environnement est une des préoccupations majeures personnelles des Français. L'éco-anxiété est le 3e frein au sentiment de bien-être. Emmanuel Venet, cette question vous est adressée. Est-ce une réalité que vous rencontrez de plus en plus dans vos pratiques professionnelles ? Je dois reconnaître que non. C'est une réalité, c'est une prise de conscience qui pour moi est douloureuse, qui est d'ailleurs source de conflits relationnels assez réguliers, parce que il n'est pas rare que je passe pour pessimiste quand j'évoque le fait qu'on ne sait pas si, à un horizon très court, il n'y a pas des zones très proches de nous où il n'y aura plus d'eau, où il n'y aura plus la possibilité de vivre parce que le sol sera trop pollué, etc. Et je pense que la situation est même plus grave que ce qu'on nous dit. Je pense qu'il y a des phénomènes d'inertie climatique, d'inertie dans les pollutions, enfin les polluants éternels, etc., qui sont vraiment très très inquiétants, parce qu'il y a des sommations, des effets de sommation. Et je constate que la défense principale, elle est plutôt sur le mode du déni ou du « on verra bien quand on sera au pied du mur ». Alors, à l'opposé, je vais vous donner la parole, Tao. Est-ce que vous le voyez de plus en plus dans le milieu militant, ou est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à mettre en mots dans ces collectifs, ou bien on est sur la même figure de déni, ou en tout cas dans la façon de la mettre en mots dans le collectif ? Je dirais que ça dépend beaucoup de quel point de vue on se place. Au sein du collectif, les gens qui sont engagés en faveur dans des mouvements écolos, c'est des gens qui sont particulièrement sensibles et qui vont être particulièrement touchés par l'éco-anxiété.
Maintenant, si on se place du point de vue de la jeunesse en général, en tout cas de la jeunesse que j'ai l'habitude de voir à l'université ou dans les milieux que je fréquente, je partage vraiment l'analyse d'Emmanuel Venet que j'ai l'impression qu'entre les militants et le reste de la jeunesse, il y a vraiment, on ne vit pas dans le même monde, on n'a pas la même perception de qu'est-ce qui nous attend. L'Anthropocène, c'est vraiment l'idée que on entre dans une nouvelle ère géologique, donc tout va être perturbé à tous les niveaux. Je suis tout à fait d'accord qu'on n'a vraiment pas conscience d'à quel point est-ce que le monde va changer dans les années qui viennent. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a toute une partie donc de la jeunesse, mais pas que de la jeunesse, des gens de manière générale, qui a vraiment pas la même conscience de ces changements que celle que je peux avoir et que je partage avec les militants que je fréquente. Et est-ce qu'on peut ainsi dire que l'éco-anxiété serait quelque chose de partagé au niveau de la profession en psychiatrie, en mettant un nouveau mot dessus, sachant que cette sensation, que ce sentiment, que cette affection à l'éco-anxiété n'est pas réel, en tout cas dans votre pratique, ou n'est pas visibilisé par les personnes? Oui, c'est ça. Je ne sais pas bien. Je ne suis pas sûr qu'au fond d'eux, les gens que je soigne ne sont pas éco-anxieux. Hein. Mais d'abord, ils m'en parlent peu. Enfin, c'est pas quelque chose qui revient dans les consultations. Et puis, je dirais que je suis pas sûr que je le sois moins qu'eux. Et je me souviens, alors, je crois bien que c'est Winnicott, mais je ne saurais pas vous dire l'origine exacte de cette phrase, qui disait qu'idéalement, il faudrait en psychiatrie que les moins malades soignent les plus malades. Et là, pour le coup, je ne suis pas sûr de ne pas être plus éco-anxieux que la moyenne des gens que je reçois dans mon bureau de consultation. Et l'état de la recherche psychiatrique, est-ce que c'est des choses qui aujourd'hui tendent à être mises sur la planche, ou est-ce qu'il y a des choses qui commencent à essaimer à ce sujet, ou est-ce que c'est simplement une sorte de mythologie dont on parle dans la presse généraliste aujourd'hui? D'après ce que je vois, des bibliographies qui passent, des notes documentaires qu'on reçoit dans les hôpitaux, ça reste un sujet extrêmement marginal et complètement écrasé par exemple, la question de la recherche neuroscientifique en psychiatrie. Et vous savez, on a annoncé hier à grand son de trompe qu'on allait pouvoir faire le diagnostic de la bipolarité avec une prise de sang, sans savoir sur qui se dose, comment l'algorithme travaille. Enfin, ça sera des choses très très mystérieuses. Mais on comprend bien, sans être forcément d'une haute conscience politique, que là derrière, il y a des laboratoires pharmaceutiques qui vendent des thymorégulateurs et qui ont bien évidemment intérêt à soutenir ce genre de recherche et aussi intérêt à ce que le diagnostic soit le plus large possible. Et est-ce que vous, dans vos diagnostics que vous faites, j'imagine, en analysant les discours des personnes que vous rencontrez, vous réussissez ou vous essayez peut-être de le rattacher, de rattacher ces problèmes liés à la période que l'on vit actuellement avec l'Anthropocène? Est-ce que vous pouvez le rattacher à d'autres sphères sociales, à d'autres éléments de la vie quotidienne, que ce soit le travail, le lieu de vie? Écoutez, j'ai l'impression, hein, je me sens pas extrêmement outillé pour vous répondre de manière générale. Je peux simplement vous dire ce que je vois moi depuis ma place. Les patients que je reçois sont souvent des patients psychotiques ou bipolaires ou qui ont des très graves addictions. Et les préoccupations liées à leur pathologie mentale occupent le devant de la scène. Et je dirais que c'est peut-être une boutade un peu idiote, mais ils n'ont pas le luxe d'être éco-anxieux, me semble-t-il. En tout cas, d'en parler, d'en faire état. Ils sont trop polarisés, en quelque sorte, par leurs problématiques personnelles. Et la deuxième partie de la question, c'était... La seconde, c'était liée aux autres sphères sociales de la vie quotidienne. Alors, oui, c'est ça. Beaucoup parlent parce que leur pathologie a des répercussions immédiates sur des questions comme le logement, le travail, l'insertion sociale au sens large. Et ça les occupe beaucoup. Mais, encore une fois, très peu me parlent de l'inquiétude pour le lendemain. Alors, il y a aussi peut-être une dimension à prendre en considération, c'est que beaucoup de malades mentaux graves qui sont soignés dans les hôpitaux sont sans enfants.
Et je pense que le fait d'avoir des enfants, de voir grandir des enfants, des petits-enfants, c'est quelque chose qui est source d'une grande inquiétude et aussi d'une sorte de culpabilité, parce qu'on se demande si le monde qu'on va leur laisser sera vivable. Enfin, en tout cas, moi, c'est une question que je me pose à titre personnel. Et Tao, vous, de votre côté, vous qui êtes militant du coup aujourd'hui chez les Soulèvements de la Terre, vous qui avez été dans le collectif Youth for Climate, vous nous l'avez dit, l'éco-anxiété, c'est une réalité que les militants connaissent en décalage par rapport au reste de la jeunesse. Ça signifie quoi concrètement être éco-anxieux quand vous en parlez entre militants? Qu'est-ce que vous évoquez? Qu'est-ce que vous ressentez? Si c'est possible de mettre des mots là-dessus? J'ai l'impression que ça dépend vraiment de pour qui. Enfin, je pense qu'il y a autant d'éco-anxiété qu'il y a de gens qui sont conscients de la crise climatique. Pour ce qui est mon cas, c'est vraiment une incapacité à se projeter dans qu'est-ce que sera le futur, dans quoi est-ce que je peux me projeter, vers quoi est-ce que je peux aller, sachant que le monde vers lequel on se dirige sera probablement très différent de celui qu'on connaît et de celui qu'ont connu les générations précédentes, et vraiment un décalage avec le reste de la société et le fait que l'ensemble des structures qui sont censées nous amener vers trouver un futur, trouver un avenir, prennent pas du tout en compte ces questions-là. Et typiquement, un conseil d'orientation au lycée, à la fac, ça va pas du tout prendre en compte le fait que le monde est en train de changer. On nous dit, il faut se diriger vers de l'informatique, ça va recruter beaucoup dans les années qui viennent, et toujours dans cette perspective de le monde continuera à aller dans le même sens et ça va jamais s'arrêter et on continue comme ça et on se pose pas de questions. Et quand on se pose des questions et qu'on est face à une société qui, dans son ensemble, se pose pas ces questions-là, c'est assez déstabilisant et c'est assez difficile de voir comment est-ce qu'on peut jouer avec ça. Et en plus de ça, le deuxième aspect qui, moi, m'angoisse beaucoup pour l'avenir, c'est aussi la fascisation du paysage politique et à quel point est-ce qu'on se dirige de plus en plus vers une société qui tourne le dos à la solidarité, à l'entraide, à tout ce qui pourrait nous permettre d'affronter la crise climatique et l'effondrement de la biodiversité avec plus de sérénité, vers quelque chose qui fait presque encore plus peur que la crise climatique, et comment est-ce qu'on va pouvoir l'affronter ensemble. Avant de revenir sur cette question de l'engagement collectif et de la solidarité, j'ai une question liée à votre transition personnelle. Vous passez de Youth for Climate au Soulèvement de la Terre. Le Youth for Climate est un mouvement de jeunes. Est-ce que, en passant chez les Soulèvements de la Terre, vous avez observé un changement de population parce que, mine de rien, les chiffres montrent également que des personnes de plus de 70 ans, en tout cas dans les chiffres qu'on a pu relever, souffrent également d'éco-anxiété. Est-ce que ce sont des personnes que vous rencontrez au quotidien sur le terrain? J'en ai toujours rencontré sur le terrain, même quand on milite à Youth for Climate. On est entre jeunes quand on fait nos réunions, nos AG, mais on a toujours parlé au reste du monde militant et on n'est jamais resté cloisonné. Et après, j'ai pas l'impression qu'il y ait une diversité qui soit beaucoup plus grande au sein des Soulèvements de la Terre qu'il y en avait à Youth for Climate, pour la simple raison que, de toute façon, dans les deux cas, on a un public qui est très militant, qui est très engagé, qui connaît ces questions-là, et qui reste de ce point de vue-là assez homogène. Emmanuel Venet, j'ai une question. Vous nous l'avez dit, vous accompagnez des personnes qui souffrent de troubles mentaux, qui sont parfois affectés de ce qu'on va qualifier de psychose. Et j'aimerais brosser un parallèle potentiellement sur cette question de la projection dans le futur. Potentiellement, ces personnes qui souffrent de ces pathologies peuvent également être amenées à avoir une difficile projection pour aller au-delà de la pathologie, pour, vous le disiez, potentiellement avoir des réalisations professionnelles, une insertion dans le monde dit réel. J'y vois un parallèle potentiel avec des individus qui souffriraient de ce qu'on a qualifié d'éco-anxiété et qui ont du mal aussi à se projeter dans cet avenir. Vous, en tant que psychiatre, quelle préconisation, quel discours, quelle parole vous proposez d'adopter
auprès de ces personnes qui souffrent de ces pathologies et que vous pourriez répliquer pour des personnes qui seraient affectées par cette éco-anxiété? Est-ce qu'il y a des ponts à penser? Jusqu'à présent, dans ma pratique spontanée, je dirais, et intuitive, j'ai jamais eu la tentation d'amener cette question dans un entretien où elle ne surgirait pas par le fait du patient. Et comme je vous le disais, c'est vraiment rarissime qu'il y ait des allusions à ça. Et je dirais que dans ma fonction de soignant, j'essaye plutôt d'alléger l'angoisse quand il y en a trop. Et du coup, de ne pas ramener des sujets d'inquiétude. Je précise ma question peut-être. À partir de votre pratique professionnelle que vous exercez auprès de ces personnes qui souffrent de ces pathologies, est-ce que vous voyez des pistes de réflexion, de discours, de conseils que vous pourriez adresser à des personnes que vous ne rencontrez pas en cabinet, mais qui pourraient se déclarer éco-anxieuses? Oui, alors c'est ça, c'est ailleurs que dans ma pratique que ça se passe, sur le plan politique. Et là, je dirais, en tant que citoyen ayant une connaissance de la souffrance psychique et de la pathologie mentale, je dirais que la question est vraiment une question essentiellement politique, au sens fort de essentiellement. Et ce qu'on observe, c'est tout à fait en lien avec ce que disait Tao tout à l'heure, c'est on a des populations qui se sentent relativement peu concernées, mais parce que bon, ça marche un peu ensemble, mais en gros, il y a un décervelage politique qui est voulu, qui est actif, qui permet que des gens climato-sceptiques, fascistes ou fascisants, ici ou là, soient élus et réélus. Et du coup, il y a une sorte de système politique autobloquant. Moins on en parle, mieux ça vaut pour ceux qui profitent de ce système. Alors, c'est là que, oui, je pense que les soulèvements de la Terre, les associations militantes ont un rôle essentiel à jouer. Et j'observe, comme tout le monde, qu'elles sont solidement contrecarrées, molestées. Enfin, le pouvoir politique n'aime pas ça. Hein. Et on a vu chez nous, très clairement, un revirement ou un écart qui va croissant entre les propos officiels. Je crois que Macron avait dit que son deuxième mandat serait écologique, enfin, me semble-t-il. Exactement. Et puis on n'en prend pas bien le chemin, et au contraire, enfin, on s'en éloigne de plus en plus. En revanche, je vous disais que je passe souvent pour pessimiste, mais enfin, ceux dont on s'éloigne de moins en moins, c'est la guerre. Et je pense qu'il y a un lien, moi, entre ces deux choses. Juste une petite boutade et une provocation. Qu'est-ce que ça vous fait, Tao, d'être qualifié d'éco-terroriste quand on parle de guerre, quand on parle d'angoisse et qu'on s'engage pour lutter contre la crise écologique? Comment on le vit intérieurement en tant que militant? Ah bah ça met en colère, c'est particulièrement abject, d'autant plus quand on sait qu'une des cibles privilégiées des soulèvements de la Terre, c'est Lafarge, que pour le coup on pourrait à tous les niveaux qualifier d'éco-terroristes. Éco-terroristes parce qu'ils détruisent l'environnement, et terroristes parce qu'ils ont quand même... c'est avéré qu'ils ont financé Daesh pour pouvoir continuer leurs activités écocides en Syrie. C'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Et c'est vraiment hallucinant à quel point c'est de la stratégie de détournement de la part du politique, de défaussement de ses responsabilités. Plutôt que d'aller affronter le fond des sujets, on va balancer des mots qu'on ne maîtrise même pas, des mots qui sont vraiment violents et qui sont durs, même pour les vraies victimes de terrorisme. Enfin, je sais pas comment ça a été reçu par les gens qui ont survécu au Bataclan de voir qu'on employait le même mot pour décrire les gens qui sont là pour tuer, qui font des actes horribles, et des gens qui sont là pour défendre le vivant et se battre contre la construction des méga-bassines. C'est quand même quelque chose qui met vraiment en colère et qui est vraiment déprimant de voir à quel point il y a un cynisme et aucune responsabilité de la part de gens qui sont censés être des responsables politiques. Enfin, c'est dans le mot, c'est vraiment juste... Et pour rebondir là-dessus, sur la question des bassines, on a tous entendu parler de cette dissolution, cette fameuse tentative de dissolution des soulèvements de la Terre. Est-ce qu'il y a eu une forme d'anxiété qui s'est surrajoutée à cette éco-anxiété que vous vivez, ou est-ce plutôt un élément qui a conduit à une prise de conscience d'autant plus forte de la part des militants ?
C'est un élément qui est pas qui a fait beaucoup de bruit, mais qui est pas spécialement nouveau qui s'inscrit vraiment dans la dynamique générale de répression toujours plus forte des mouvements sociaux, pas que des mouvements écolos, mais vraiment de l'ensemble du mouvement social. Et en ça, c'était pas une nouvelle qui était vraiment surprenante. Au sein du milieu militant, on s'y attendait à cette nouvelle depuis plusieurs mois, et ça nous a pas. Moi, je ne l'ai pas vécu comme une rupture, en tout cas. J'ai beaucoup plus vécu comme une rupture l'emploi du terme écoterroriste et l'ampleur du déploiement policier à Sainte-Soline que l'annonce de la dissolution. Je voulais aussi vous entendre sur finalement votre engagement et l'appartenance à un collectif et les effets de cette appartenance. Qu'est-ce que ça produit finalement chez les militants ? Est-ce que c'est un remède à la crise ? Quand on sait que, et je vais être un peu cynique, mais finalement les résultats hélas, des mobilisations ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Et que ce second mandat n'est pas écologique. Ce second mandat n'est pas écologique. Comment on garde l'espoir ? Qu'est-ce que ça produit le collectif en fait, Tao ? Le collectif, c'est vraiment essentiel. Pour moi, c'est vraiment la seule manière de s'en sortir, parce qu'on passe je dirais qu'on passe un peu de la peur à la colère. On passe d'un sentiment dans lequel on est juste passif, on a peur, à être en colère et à devenir actif dans qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et même si ça marche pas, il y a toujours des moments de joie, d'être ensemble, de militer, de se sentir entouré. Et c'est vraiment essentiel si on veut arriver à vivre avec des perspectives qui sont vraiment pas réjouissantes à tous les niveaux. Emmanuel Venel, ce passage de la peur à la colère, qu'est-ce que vous en dites, vous, en tant que psychiatre ? Est-ce que c'est quelque chose qui est salutaire sur le plan psychique ? Est-ce que ça permet qu'est-ce que ça fait finalement ? Et qu'est-ce qu'on peut espérer comme émotion au-delà de la colère ? Je pense que la colère est antidépressive et que bien souvent aussi, la dépression est une manière de ne pas s'enrager. Vous voyez ce que je veux dire ? De lutter contre la violence, les émergences de la violence. Ça me paraît tout à fait une balance signifiante et significative que celle-ci. Et les mouvements, politiquement, on va les traduire par de la révolte, mais c'est à l'échelle collective ce qu'est la colère à l'échelle individuelle. Vous manifestez pour une psychiatrie artisanale. Qu'est-ce que ça veut dire et de quoi ça traite exactement dès lors qu'on parle de collectif ? Est-ce que c'est un processus plutôt individuel, plutôt collectif ? Comment est-ce qu'on met en place quelque chose d'artisanal dans cette psychiatrie ? C'est un cri d'alarme contre un phénomène qui est en train de se répandre à toute vitesse, d'industrialisation de la psychiatrie. C'est-à-dire que il y a une partie des décideurs, les gens qui ont le pouvoir essentiellement, sont en train d'essayer d'imposer un modèle extrêmement médical de la psychiatrie. Et vous parliez tout à l'heure du diagnostic. Le diagnostic, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas intéressant du tout en psychiatrie. Ce qui est intéressant, c'est de soigner les gens comme il faut. Mais les mettre dans une case, les assigner à un destin, à un pronostic, etc., ça ne les aide pas. Et je dirais que moi, le diagnostic ne m'importe que lorsque je dois renseigner la sécurité sociale ou la MDPH de manière à faire obtenir aux gens un bénéfice, une prise en charge à 100% ou une allocation adulte handicapé ou des choses comme ça. Mais quand je soigne Monsieur Dupont ou Madame Durand, savoir que schizophrène, bipolaire, alcoolique ne m'intéresse guère. En revanche, savoir comment on va trouver une manière une manière de faire que la relation soit thérapeutique et puis que l'ensemble aussi. Je ne suis pas hostile aux médicaments, par exemple. J'en prescris très régulièrement à des gens pour qui c'est très salutaire parce qu'ils souffrent beaucoup s'ils n'ont pas de traitement. Mais je ne prescris pas à tous. C'est quelque chose qui est tout à fait au cas par cas et nuancé. Alors, cette industrialisation de la psychiatrie, elle est particulièrement nette avec la Fondation Fondamentale qui propose
qui avait lancé, vous savez, un cri d'alarme en 2018, psychiatrie, l'état d'urgence, en disant en gros c'est un capharnaüm, la psychiatrie française, en particulier publique, il faut absolument remettre de l'ordre là-dedans, mais c'est vraiment de l'ordre ultralibéral. Et cette fondation donc œuvre de manière extrêmement diligente à médicaliser à outrance la médecine, à faire justement des catégories diagnostiques, des démarches diagnostiques de plus en plus standardisées, protocolisées, et dont je dirais très simplement que dont la pertinence ne me saute pas aux yeux. Et je pense qu'il faut être extrêmement critique. Alors je parle moi de psychiatrie artisanale dans mon livre, mais je reviens d'un congrès à Montréal de psychiatrie critique, et j'aime beaucoup cette idée. C'est un mouvement qui est plutôt anglo-saxon, qui a peu pris en France, mais d'un regard critique sur les propositions qui nous sont faites par des gens qui se réclament d'une science méthodologiquement plus sûre, plus rigoureuse, etc. Alors qu'en fait, ils schématisent, ils réduisent d'une manière très très sensible, très, très notable et très dangereuse à mon avis. Vous relativisez l'importance vous nous racontez et nuancez l'importance du diagnostic de manière individualisée, et dans le même temps vous portez un diagnostic à charge sur l'état de la psychiatrie et de l'hôpital en France, à juste titre, sans aucun doute. Est-ce que finalement ce diagnostic de cette crise de la santé, et notamment de la santé mentale, c'est pas un bon indicateur plus général pour identifier une crise du soin, et en fait qui est manifeste, qui serait aussi le témoin de ce moment anthropocène? Oui, il y a une crise du soin et qui s'entremêle avec une crise des services publics. Et bon, ça, ce sont des choix politiques qui sont tout à fait connus et tout à fait objectivables. Enfin, on ne peut pas le nier. Mais dans la question du soin, et en particulier donc de l'équilibre ou la répartition entre le service public sanitaire et le service privé, là, il est en train de se passer une catastrophe. C'est-à-dire que je crois qu'il y a deux systèmes qui... On parlait beaucoup de médecine à deux vitesses, vous savez, il y a quelques années, mais là, c'est plus qu'à deux vitesses. C'est deux philosophies du soin. Il y a une philosophie du soin comme étant une activité économique rentable quand il s'agit de livrer du prêt à soigner à une patientèle solvable. Et ça, c'est la cataracte, la prothèse de hanche, la prothèse de genou, les stents coronariens et des choses comme ça, que le privé a capté pour en faire une pompe à finances. Et puis, il y a un service public qui n'est pas lucratif, qui est même au contraire forcément déficitaire sur le plan financier, puisqu'il s'agit d'injecter de l'argent public pour produire du soin, du mieux-être, de la santé, enfin quelque chose qui n'est pas financier, qui n'est pas financiarisable. Et là, le service public est en train de s'asphyxier. Et on parlait des baleines, des oiseaux et des insectes tout à l'heure, mais on peut parler des médecins hospitaliers. Actuellement, les derniers chiffres que j'ai trouvés datent de, je crois, 2021. Il y avait dans nos hôpitaux plus du tiers, 35,5% de postes de praticiens hospitaliers vacants pour les temps pleins et presque les 3/4 pour les temps partiels. C'est vous dire, hein, c'est des milliers et des milliers de postes vacants dans toute la France, qui sont des postes pourtant pas indignes, intéressants intéressant sur un plan intellectuel et évidemment très noble sur un plan social et politique. Et avec l'idée de médecine à deux vitesses, vous faites un lien direct entre inégalité sociale, inégalité en santé et inégalité environnementale. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez également dans les mouvements militants au soulèvement de la Terre ? Ah mais complètement, ouais, c'est depuis plusieurs années, ça a pas mal évolué depuis l'époque où je suis rentré dans le mouvement écolo. Mais oui, c'est sûr qu'on fait complètement le lien entre les injustices sociales, les injustices climatiques, parce que à tous les niveaux, c'est complètement lié. C'est les personnes les plus touchées par les inégalités sociales qui vont être aussi les plus touchées par la crise climatique. C'est les personnes qui sont dans des positions socialement favorisées qui sont les plus responsables de la crise climatique aujourd'hui. C'est complètement impossible de démêler ça.
Et on ne peut pas inscrire la lutte contre le changement climatique dans un cadre qui ne soit pas aussi un cadre de restauration des services publics, de lutte contre les inégalités et un cadre de gauche, quoi, si on veut mettre une étiquette, mais c'est absolument nécessaire de faire la convergence entre les luttes climatiques et les luttes sociales. Et comment est-ce qu'on passe avec ces inégalités à la fois sociales et environnementales et de santé qui ont un impact direct sur la santé mentale? J'ai reçu il y a 2 jours une coordinatrice du Conseil de santé mentale qui faisait le lien direct entre l'infestation de punaises de lit dans certains endroits, dans certains logements, et cette santé mentale-là. Comment est-ce qu'on fait pour passer avec des personnes qui se stigmatisaient, notamment, qui n'allaient pas voir des psychiatres? Comment est-ce qu'on peut faire pour toucher ces personnes et pour tenter d'avoir une population plus élargie qui prend peut-être pas en compte directement ces enjeux d'éco-anxiété parce qu'elles ne le ressentent pas comme telles, mais pour autant sont touchées de manière plus ou moins directe pour pouvoir accéder à, non pas un diagnostic individuel, mais en tout cas pour permettre je ne sais pas si on peut parler de guérison ou en tout cas d'amélioration de leur vie? Alors, moi, je ne suis pas un chaud partisan de trop psychiatriser les situations. Et je vous dirais même que je porte un regard très critique sur le fait que c'est une tendance assez lourde de psychiatriser des faits sociaux, et en particulier les effets négatifs de certaines décisions politiques, en se défaussant de la part des politiques de leurs responsabilités et en confiant aux psy le soin de soigner les conséquences. Parce que d'une part, on n'y arrive pas. Je pense que quelqu'un qui vit dans la misère et qui a des punaises de lit, vous pouvez bien l'écouter tant que vous voulez et essayer de lui adresser des paroles réconfortantes. Ce qu'il veut, c'est avoir un lit dans lequel il puisse dormir tranquille. Alors on peut lui donner le bourré somnifère aussi, vous me direz, mais je pense que c'est vraiment la fausse réponse par excellence. Et de toute manière, les faits montrent qu'il y a un recours à la psychiatrie publique qui est de plus en plus important, une demande qui est même massive. Juste un chiffre, en 30 ans, on est passé d'une file active nationale pour le service public d'à peu près 750 000 à 2 millions. Donc presque multiplié par 3, c'est absolument considérable. On ne sait pas exactement comment l'interpréter. Probablement qu'il y a une sorte de démocratisation, entre guillemets, de la psychiatrie qui est moins stigmatisante, qui est moins vécue comme une mort sociale, un risque de mort sociale. Probablement qu'il y a aussi la psychiatrisation des faits sociaux qui conduit un certain nombre d'acteurs à envoyer chez le psychiatre des gens qui ne sont pas malades, qui sont malheureux parce qu'on leur fait la vie dure, parce qu'ils chôment, parce qu'ils vivent de 3 fois rien, mais qui sont pas des malades mentaux. Et je dirais que de manière asymptotique, si on s'emploie à trop soigner la souffrance psychique, on va être 66 millions de gens à devoir consulter. Même nous, les professionnels, on vit extrêmement mal le fait que tous nos organigrammes sont pleins de trous, que les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles, de plus en plus ingrates, que l'intérêt du travail, du coup, diminue, et que, effectivement, par rapport à la projection dans le futur, tout le monde se demande où l'on va et si on pourra continuer dans 10, 15, 30 ans sur le même mode. Et justement, au sujet de cette vie dure, de ces emplois difficiles, de ces burn-out, de ces bore-out, de ce big quit, de toutes ces manifestations finalement d'un épuisement, on peut dire que l'anthropocène peut être vu comme un thanatocène, certains l'appellent de cette manière, où finalement ce serait notre mode de production, de consommation, toutes nos activités qui contribueraient à l'épuisement des ressources humaines et non humaines. Et à ce titre, je voulais vous demander si la dépression ou l'éco-anxiété n'était finalement pas une bonne nouvelle. Est-ce qu'on ne peut pas considérer ces gens-là comme des lanceurs d'alerte pour infléchir radicalement notre vision, notre mode de production, notre mode de consommation? Oui, moi je suis complètement d'accord. Et ça rejoint ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est si généralisé chez les gens qu'on soigne. Donc moi je considère que les gens qui militent, comme Tao, et qui militent et qui poussent des coups de gueule sur ce qui est en train de se construire, de se mettre en place, sont vraiment bienvenus. Tao, une réaction peut-être?
Ouais, moi je voudrais juste réinsister un peu sur ce que vous avez dit il y a quelques minutes, qui est le fait que faut rester très vigilant avec l'idée d'éco-anxiété, à pas individualiser des problèmes qui sont collectifs, qui sont des problèmes de société. La seule vraie solution à l'éco-anxiété, c'est l'action contre le changement climatique, contre l'effondrement de la biodiversité. Il n'y a pas d'autre solution. C'est quelque chose qui est un fait de société, qui n'est pas un problème psychologique et avec lequel il faudrait agir individuellement. Il y a beaucoup ce mouvement autour du développement personnel qui aurait comme idée que tout le monde a la solution pour aller mieux en lui et que c'est un problème, tous les problèmes sont individuels, mais il faut vraiment se rappeler que oui, c'est des questions qui sont collectives et c'est des choix de société et c'est comment on fait pour pas se maltraiter entre nous et pas détruire notre environnement pour se retrouver dans un monde qui n'est pas habitable et dans lequel on ne peut pas aller bien. Et Emmanuel Venet, à ce titre, j'ai l'impression que le paradigme médical est aussi un paradigme individualisé et curatif à bien des égards, et qu'on a du mal à penser une médecine qui soit populationnelle et préventive, hormis la santé publique, mais qui n'a pas réellement bonne presse ou qui est peu appliquée ou peu revendiquée. Qu'est-ce qui fait qu'on est aussi attaché, sans jeter le bébé avec l'eau du bain, puisque c'est très important de prendre en compte la santé individuelle, mais qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à passer au-delà de ce paradigme ? Il y a un certain nombre de risques comme virer dans l'hygiénisme, par exemple. L'hygiénisme, c'est populationnel, mais c'est triste à mourir. Ça gomme toute émergence, toute fantaisie individuelle. Mais comment vous dire, j'ai pas l'impression que la question se pose comme ça. Moi, j'irais vraiment sur les pas de Daos. C'est quand les questions sont politiques, il faut que les réponses soient politiques. Et je ne pense pas qu'il faut qu'elles dérivent vers le médical et vers l'individualisation. Je vous donne juste un exemple. Je trouve qu'il est très éclairant. Sandra Lucbert a écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle Et personne ne sort les fusils. C'est une chronique judiciaire du procès des dirigeants d'Orange. À Orange, il y a eu un plan de licenciement qui est passé, donc il fallait virer 22 000 personnes, salariés. Et vous vous souvenez peut-être que le PDG ou le directeur, je ne sais plus, avait dit s'ils ne partent pas par la porte, ils partiront par la fenêtre. Et il y en a plusieurs dizaines qui se sont suicidés, donc dont un bon nombre par défenestration. Si tant est que les dirigeants ont été poursuivis au pénal pour harcèlement, je crois. Pas pour des choses plus graves, mais pour harcèlement. Leur première défense avait été de dire mais c'est des situations psychiatriques. Les gens qui se suicident, c'est des faibles, c'est des gens qui vont pas bien. Ça n'a rien à voir avec nos décisions. Alors que les décisions étaient, les plans de harcèlement étaient tout à fait établis, formalisés, connus. Sandra Lucbert les nomme et les raconte. Et ça s'est terminé par un procès complètement décevant parce que les peines encourues étaient extrêmement importante à l'échelle individuelle. Les amendes pouvaient aller jusqu'à 45 000 €, mais pour des dirigeants qui gagnaient à peu près 11 ou 12 fois ça par an, et donc ça les privait juste d'un séjour à l'île Maurice. Hein, et ils plaisantaient avec leurs avocats, ils n'en avaient strictement rien à foutre, pendant que les veuves ou les veufs venaient raconter le calvaire de leur conjoint suicidé à la barre. Alors voilà le genre de travers dans lequel je crois il est important de ne pas tomber. J'aimerais rebondir pour terminer cet entretien tous les quatre sur la question de la finitude. On vient tout de même d'aborder le fait que des personnes soient mortes, décèdent. Des personnes également donnent
presque de leur vie sur certains mouvements. On a pu voir des grèves de la faim, des grèves de la soif sur certains mouvements, comme ça a été le cas sur l'autoroute au niveau de Castres. Comment est-ce qu'on peut caractériser cette ambivalence entre à la fois est-ce qu'on peut déjà la caractériser, mais est-ce qu'on peut revenir sur à la fois d'un côté une peur, disons, de la finitude liée à l'entrée en tout cas, on l'a bien commencé, d'être dans cette période de dérèglement à la fois climatique, etc. Et le fait d'avoir une quête qui passe par cette finitude-là. Est-ce que c'est quelque chose qui se révèle un petit peu dans les mouvements au sein des soulèvements de la Terre, par exemple ? Je ne sais pas ce qu'on peut vraiment... si on peut vraiment parler d'une quête, en tout cas moi, à titre personnel, je le vis pas vraiment comme ça. C'est simplement, il y a une situation qui est angoissante. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, et découper le gros problème qu'est la crise écologique en plein de plus petits problèmes, et les prendre tous un par un et agir et se motiver. Et après... c'est un peu un engrenage, quoi. On se lance dans un truc qui au début est pas très engageant, on va faire une manif et après on se retrouve à Sainte-Soline, on se retrouve là actuellement, il y a plusieurs dizaines de militants qui sont dans des arbres depuis plus d'un mois entre Castres et Toulouse, vous l'avez évoqué, qui subissent un harcèlement de la part de la police qui est absolument inacceptable, qui sont privés de nourriture, qui sont privés d'eau, qui sont privés de sommeil. Effectivement, dans ce cas-là, on en arrive à quelque chose qui est presque de l'ordre de la quête, où c'est vraiment très très engageant physiquement et mentalement. Vous voulez réagir, Emmanuel Venet ? Oui, cette autoroute, elle est absurde, par exemple. Bon, on le sait bien. Mais il y a beaucoup de choses qui sont absurdes. On ne va pas se lancer dans le catalogue. Mais les décisions politiques qui vont à l'encontre de ce qu'il faudrait faire dans notre époque sont vraiment légion. Et je pense que ça peut tout à fait induire des réactions de désespérance qui ne sont pas des volontés de suicide, mais qui sont « je ne veux pas vivre dans ce monde-là, où je suis prêt à prendre le risque de mourir pour faire changer les choses ». Voilà, pour ne pas me laisser entraîner dans ce tourbillon mortifère, parce qu'effectivement, le Thanatocène, c'est bien triste, mais c'est pas mal vu, hein. Et alors, on avait dit en introduction qu'on essayait de garder le moral dans cette émission. Est-ce que vous auriez une note d'espoir pour nos auditeurs et auditrices, l'un et l'autre ? Écoutez, on est encore en paix et il faut que ça dure. Moi, je dirais qu'il faut voir aussi le chemin qu'on a parcouru ces dernières années, les dynamiques qui sont en train de naître un peu partout, de résistance face à ce mouvement général de droitisation et de destruction de l'environnement. Les soulèvements de la Terre en sont un des exemples, mais pas le seul. Et il y a vraiment de l'espoir à trouver là-dedans, dans tous ces gens qui se lèvent et qui se mobilisent. Et peut-être qu'un jour, on va réussir à faire plier la politique générale. Écoutez, je vous propose qu'on marque une courte pause musicale. On aura la chance d'avoir un temps d'échange avec le public, si vous le souhaitez. Donc préparez vos questions, affûtez vos arguments et on revient tout de suite après. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. De potes, on a créé un collectif parce que on avait tous une vie à 100 000 à l'heure. Puis un jour on s'est dit mais what quoi, la vie elle passe. Puis on s'est dit on va créer un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est quoi un tiers-lieu? C'est un lieu collectif où on partage des savoir-faire autour de l'écologie, de la musique, de la cuisine, du yoga. Tout ça pour être un peu plus zen au quotidien.
crée un groupe musical. Alors, chaque semaine, on se réunit en collectif. On laisse la parole à chaque individualité pour s'exprimer dans le collectif et pour créer une richesse de partage, non pas une richesse monétaire, mais une richesse d'échange et de vie. Vous êtes toujours sur Radio Anthropocène, on va prendre un petit temps d'échange avec le public et nous avons une première question. Bonjour, Emmanuel Venet, excusez-moi. Vous dites que l'éco-anxiété chez les personnes, chez vos patients, que ce n'est pas un sujet central chez ceux qui vont mal. Peut-on tout de même dire que l'éco-anxiété est un facteur invisible d'une anxiété généralisée? Est-ce que vous pouvez nous dire votre recul sur la situation? Oui, c'est ça. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Mais on a dit, je crois, invisibiliser. Il me semble que le mot a été prononcé. Et également un peu en arrière-plan par rapport à des problématiques, par exemple un délire de persécution, un désespoir mélancolique. Ça va vraiment prendre tout le devant de la scène. Et si éco-anxiété il y a, elle est derrière et les gens ne pensent même pas en parler, quoi. En tout cas, dans l'espace de parole que je leur offre. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Oui, je suis frappé en vous écoutant dans ce dialogue à deux voix, deux générations, deux positions par rapport aux questions écologiques, de voir comment il y a à la fois des continuités et des discontinuités entre ce qui était les registres des luttes sociales et ce qui est aujourd'hui les luttes à la fois sociales et écologiques. Et je dirais, c'est comment on peut penser dans l'Anthropocène l'articulation des régimes de savoir qu'il faut mobiliser dans les luttes qui touchent aux questions de la complexité des objets de la crise écologique globale et les formes de militantisme qui demandent une clarté de prise de conscience, d'idées, de sentiments d'injustice. Bref, vraiment on articule la simplicité de la mobilisation et la complexité des questions avec lesquelles il faut agir. Ce qu'il y a dans mon question, c'est l'idée que peut-être que le problème auquel on fait face aujourd'hui dans les mobilisations écologiques, c'est que les chercheurs ou les spécialistes qui se sentent appelés à agir peuvent être maladroits dans le passage du savoir à l'action, et ceux qui veulent d'abord agir peuvent être maladroits dans la mobilisation du savoir. Comment vous voyez cette articulation de la recherche, de l'expertise, du savoir dans le traitement des questions éminemment complexes et vulnérables de l'Anthropocène? Je dirais que d'un point de vue militant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment qu'on prenne le temps de se poser ces questions-là, de se renseigner, de voir comment est-ce qu'on peut intégrer les connaissances scientifiques dans nos luttes. Et ce qui est vraiment très compliqué, c'est que d'un point de vue de sensibilisation du public, ce qu'il faut, c'est une simplification extrême de toutes ces questions, parce que c'est des questions qui sont vraiment tellement complexes et tellement difficiles à percevoir sans passer des années à les étudier dans le détail, qu'on est obligé d'aller vers une simplification qui parfois est problématique, parce qu'elle va oublier des aspects du problème. Mais ouais, pour moi, la solution, la seule solution qu'on a, c'est vraiment prendre le temps d'échanger, de discuter sur nos stratégies, sur ce pourquoi on se bat, et on passe notre temps à évoluer à des stratégies qu'on considérait hyper pertinentes, enfin que moi en tout cas je considérais hyper pertinentes il y a 3 ans. Aujourd'hui je les trouve débiles et je pense que c'est une perte de temps, et ça se fait en prenant le temps d'en discuter entre nous, de confronter nos positions et de voir comment est-ce qu'on peut faire pour agir en restant en phase avec toutes ces connaissances. Avant de vous laisser la parole, Emmanuel Venet, j'aimerais juste savoir comment est-ce que vous faites dialoguer à la fois des chercheurs qui sont intégrés dans vos mouvements, parce qu'il y a plusieurs chercheurs qui investissent cet espace militant, et les personnes qui, elles, sont militantes. Comment est-ce qu'il y a vraiment un dialogue entre les deux, et s'il existe réellement, comment ça se passe? Alors déjà, il y a des universitaires, des chercheurs au sein des mouvements qui apportent leur point de vue au quotidien.
Et puis régulièrement, alors au sein de Youth for Climate, ça se faisait souvent sous forme de visioconférence où on avait une climatologue qui venait nous parler de l'impact de la fonte de la cryosphère sur la biodiversité, qui nous faisait une conférence et puis ensuite une partie de réponse aux questions. Au sein des soulèvements de la Terre, ça se fait plutôt lors des grandes mobilisations. Il y a toujours des tables rondes, des conférences organisées par des scientifiques autour des sujets qu'on traite. Et puis après, ça se fait aussi à un niveau plus individuel, d'aller lire des articles, se renseigner. On le fait tous, je pense, au sein du milieu militant. Et Emmanuel Venet, je vous laisse répondre à la question de Pierre Cornu. Oui, alors je la décentrerai un petit peu. Moi, j'étais adolescent quand il y a eu la première émergence politique à une présidentielle de l'écologie. Je ne crois pas dire de bêtises, hein, Roger Dumont, 74, c'est ça, j'avais 15 ans. Et très, très rapidement, j'ai trouvé qu'il y avait une faiblesse constitutive du mouvement écologique, français et allemand aussi, qui étaient déjà, les Grünen étaient beaucoup plus actifs. C'est qu'il n'y a pas une écologie. C'est comme si on avait vu se lever un parti économique. On dirait que ça ne veut rien dire. Il y a une économie de droite, il y a une économie de gauche, il y a une écologie de droite, une écologie de gauche, une écologie d'extrême droite. Et dans les préoccupations environnementales des différents partis, on voit bien que même quand des sensibilités politiques sont proches, il y a des choix majeurs sur le nucléaire, par exemple, qui sont extrêmement différents d'un groupe à l'autre. Et je pense que c'est ça qui fait que la complexité des questions, de la hiérarchisation, de la priorisation, de toute la politique énergétique, de toute la politique environnementale, agricole, etc., fait qu'il y a une sorte de babélisation du militantisme et que c'est très compliqué de fédérer. Alors c'est sans doute un point sur lequel Bruno Latour nous a rendu sensibles, le fait qu'il est devenu quasiment impossible de traduire dans un programme politique des conceptions issues de la science. C'est-à-dire on l'a vu avec la crise Covid, hein, on peut vraiment, à partir des mêmes données épidémiologiques, des mêmes données biologiques, avoir des prises de position politiques complètement antinomiques. On va prendre une dernière question du public. Question de prof. Comment on fait quand on est étudiant pour se motiver à faire des études longues, quand on est dans cette situation-là, et à l'inverse, quand on a des étudiants qui se retrouvent un peu face au vide, quoi, comment on arrive à les motiver ou à leur donner envie de se construire, je sais pas quoi en fait, mais au moins un avenir ou du moins de se construire une perspective d'étudiant? C'est hyper dur. C'est une question vraiment que je me pose tout le temps au quotidien. Moi, j'ai de la chance, j'aime beaucoup étudier, donc c'est en soi quelque chose qui m'intéresse. J'aime apprendre et donc je pense que c'est en grande partie pour ça aussi que je continue à faire des études. Mais c'est hyper dur dans les choix d'orientation, dans les choix qu'on doit faire ensuite pourquoi est-ce que je fais ces études-là? Est-ce que ce serait pas plus utile que maintenant j'arrête mes études et que j'aille faire du maraîchage, de la permaculture et que j'agisse à 100% de mon temps tout de suite, parce que dans 5 ans, quand j'aurai fini mes études, ça aura peut-être plus de sens et ce sera peut-être trop tard pour un certain nombre de choses. Je n'ai pas de réponse vraiment à ces questions-là et je passe mon temps à me les poser et c'est vraiment hyper dur, et j'ai beaucoup d'amis qui ont arrêté leurs études autour de ces questionnements-là et qui ont arrêté beaucoup plus tôt que ce qu'ils avaient initialement envisagé leurs études à cause de cette incertitude face à l'avenir. Moi, je crois que le diplôme est un filet de sécurité, donc il y aura toujours... même s'il y a des étudiants qui s'arrêtent en cours de route, mais toujours le réflexe, passe ta licence, passe ton master d'abord, et puis tu verras bien après. C'est vrai qu'on peut faire de la permaculture avec un master, et on peut pas se faire facilement embaucher avec un bac. Effectivement. Est-ce qu'il reste une dernière question dans la salle? Si ce n'est pas le cas,
On va considérer que le savoir est une arme, comme dit Douskawa, et je vais me permettre de conclure cet échange en vous remerciant grandement Emmanuel Venet et Tao pour votre participation à cette conversation. C'était un plaisir, on espère vous voir bientôt sur les ondes de Radio Anthropocène. Oui, vous voulez dire un mot, Emmanuel? Oui, je voulais signaler que mardi prochain, le 26, je suis invité dans une petite librairie militante qui vient d'ouvrir, qui s'appelle La Tanière, boulevard des États-Unis. Et c'est une librairie très sympa qu'il faut soutenir. Donc voilà, je passe le message. Eh ben, c'est bien noté. Nous, on va marquer une courte pause musicale et puis on va laisser Bérénice Gagne prendre le relais de l'antenne pour son book club avec Isabelle Michalet, consacré à sa parution Les voies du droit, faire face à l'Anthropocène. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.